Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Confluent rencontre cette semaine Léolie Eshraghi, conservatrice des pratiques autochtones au Musée des Beaux-Arts de Montréal depuis 2023 et première personne à occuper ce poste dans l'histoire de cette grande institution muséale. Appartenant au clan samoan Seou Manutafa et Taotoa, ainsi qu'à la diaspora persane, Léolie Eshraghi est artiste visuelle, commissaire d'exposition, chercheur en art et poète. Dans toutes ses incarnations professionnelles, notre invité s'intéresse aux langues sensuelles et parlées et aux pratiques artistiques, cérémonielles et politiques autochtones, noires et asiatiques. Titulaire d'un doctorat en pratique de commissariat de l'Université Monash de Melbourne en Australie et d'un post-doctorat de l'Université Concordia de Montréal, Léolie Eshraghi est chargée, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, d'organiser des expositions présentant le travail d'artistes autochtones d'ici et du monde entier, mais aussi d'enrichir les collections du musée par l'acquisition de nouvelles œuvres, d'encadrer des recherches en art autochtone et de mettre sur pied des activités de médiation culturelle pour divers publics. Au micro de Catherine Egault, Léolie Eshraghi retrace le parcours géographique, intellectuel et artistique singulier qu'il a mené des îles Samoa et de l'Australie jusqu'au Québec. Au fil de cette entrevue captée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, notre invité partage avec nous son insatiable curiosité pour l'expression artistique, particulièrement autochtone et contemporaine, et nous présente quelques-uns de ses projets de mise en valeur des arts autochtones et de développement des collections du musée. Léolie Eshraghi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première personne titulaire du poste de conservatrice des pratiques autochtones au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, personnellement, de votre parcours? Oui, je suis membre des clans Seou Manutafa et Taotoa de 4 villages aux îles Samoa, Apia, qui est devenue la capitale sous le régime allemand, Si'omu, Salalolonga et Launumuenga. Et je suis artiste, je suis autrice et commissaire d'exposition. Depuis presque 3 ans, conservatrice des pratiques autochtones ici au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et personne non binaire, on a plusieurs genres dans la culture samoane. Moi, je suis plus apparenté personne non binaire à une forte féminité, mais c'est très fluide aussi Samoa. C'est plus l'apport social qui est important. Voilà, j'estime que ce que j'amène à la communauté, ce que j'amène à travers mon service à la communauté est plus important que comment je m'exprime en tant que personne au jour le jour. Et comment êtes-vous passé des îles Samoa à Montréal? Ah oui, ouais. Donc je suis né en territoire Yui, de la première nation Yui sur la côte est australienne, d'une mère samoane avec des ancêtres chinoises et allemands et anglais, et d'un père persan d'Ispahan. J'ai grandi entre les îles Samoa sur nos terres ancestrales et en Australie, sur presque toute la côte est australienne. Les deux grands-mères des deux côtés étaient artistes, plus artisanes en dehors du système des galeries. Donc, on était quand même baignés dans ce monde d'une certaine créativité, d'une certaine création. Et à l'âge de, je pense, 12-14 ans, je savais déjà que je voulais être artiste. Ah oui? Que je voulais écrire et que je voulais être artiste. Et que je voulais parler d'autres langues. J'ai été encouragé dès mon plus jeune âge à embrasser différentes formes d'art. Donc, j'ai peint, j'ai dessiné, j'ai fait plein de trucs depuis cet âge-là. Et dans ma vingtaine, j'ai rejoint plusieurs centres d'artistes autogérés sur la côte est australienne, notamment le centre d'artistes autogérés autochtones de Melbourne, Black Dot, fondé en 2011. Donc, j'ai fait partie des premières promotions d'artistes de la relève, et aussi de commissaire de la relève, mentoré par la communauté tout autour. Et donc, j'ai pu expérimenter l'année suivante en tant que commissaire de la relève aussi. Et c'est par la suite que j'ai commencé à vraiment travailler comme artiste et comme commissaire dans différents lieux, différents centres d'art contemporain en Australie. Et je pense que c'était vraiment au sortir de la pandémie que
j'ai commencé à travailler plus comme conservatrice de musée. Donc, j'ai travaillé au musée d'art universitaire du Queensland à Brisbane, là où j'avais fait mon bac il y a très longtemps, en études francophones et françaises et en études autochtones. Là, c'était vraiment un poste semblable, mais différent aussi parce qu'on travaille encore là-bas avec le Centre de recherche en sciences marines, avec des aînés autochtones, avec des artistes autochtones, des artistes allochtones, autour des enjeux de la mer, de l'océan et de la mémoire. Donc, vraiment intéressant comme travail. Et j'ai également travaillé comme commissaire invité sur l'avant-dernière édition de la Biennale nationale australienne Tarawara, qui a eu lieu en 2023, qui a réuni une quinzaine d'artistes d'Australie, avec des origines dans différentes Premières Nations locales ou des diasporas d'Asie ou de l'Océanie. En 2019, j'ai fait un postdoctorat à Concordia, à Montréal. Je me questionnais sur la place de l'art autochtone, de l'art vidéo, de l'art numérique autochtone, qui imaginait le futur et comment y arriver en termes d'assemblage d'archives. Cette recherche-création-là s'est traduite en plusieurs expositions à Montréal, à Regina et à Sydney, portant sur les langues autochtones et les langues allochtones, bien sûr, les langues gestuelles. Donc, durant la pandémie, j'ai postulé pour plein de postes universitaires. Je les ai pas eus. Heureusement, je les ai pas eus parce que fin 2022, plusieurs amis de la communauté autochtone de Montréal m'ont suggéré fortement de candidater pour ce poste ici. Et je l'ai eu. Mais j'ai appris de mes erreurs de 2019, donc j'ai pas commencé en hiver. Je suis revenu à Montréal, à Tiohtià:ke-Mouniang en juin 2023 pour démarrer ce poste. Les expositions ont déjà eu lieu par le passé, la collection s'est déjà enrichie par le passé, mais il fallait quand même quelqu'un pour porter la spécificité de certains discours, de certaines histoires et l'élargissement des pratiques muséales aux pratiques autochtones et vice-versa. Confluent rencontre, Léouli et Shragi. Mais en fait, ça paraît assez tardif que le musée des Beaux-Arts est attendu 2023 pour créer le poste de conservatrice des pratiques autochtones, parce qu'il y a déjà une vaste collection d'œuvres autochtones en bas. Ouais. On a une collection de plus de 2500 œuvres d'art, de design autochtones d'à travers la planète, la plupart étant issues de cultures nord-américaines. Je dirais qu'en contexte francophone, on peut se dire qu'on est en retard par rapport au contexte anglophone, mais en même temps, c'est pas très pertinent de se dire qu'on est en retard parce qu'on a d'autres défis, d'autres histoires et d'autres opportunités. Donc, moi, je pense que cette fois, c'est la bonne. Il y a eu quelques collègues engagés ici au Musée des Beaux-Arts par le passé, avant mon arrivée, toujours sous contrat, toujours un poste à temps partiel. Donc, c'est super que je sois ici, mais j'arrive pas dans un vide. Il y a déjà l'engagement de plusieurs collègues qui sont encore là, à travers les services du musée, les membres, les publics qui sont au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'au Québec, on est 4 personnes autochtones qui travaillent dans les musées plus généralistes, et les musées d'histoire sociale et les musées d'art. Bien sûr, il y a tous nos collègues qui travaillent dans les centres culturels autochtones, sur les communautés, et quelques musées aussi, le musée Ilnû de Mashtawiyat, dirigé par Isabelle Genet, entre autres collègues dans différents lieux. Mais pour ce qui est des musées plus généralistes, on est 4. Je m'attends à ce que ce chiffre s'améliore, parce que la charge de travail est très présente, et j'ai quand même l'impression qu'on fait du rattrapage en termes d'histoire de l'art. Comment faire refléter cette collection, comment faire refléter les autres collections, comment avoir une certaine représentation des pratiques des différentes communautés des dernières décennies pour pouvoir dépasser la représentation et approfondir, nuancer les discours, amener toutes sortes de regards soi-disant neufs sur la collection, sur l'histoire,
Et pour ce faire, récemment avec ma stagiaire Gadi Donoru Dumoulin-Bouche, qui était ici avec nous plus d'1 an, qui est originaire de la communauté de Ganawagé, on a creusé dans les archives pour voir quelles étaient les expositions d'art autochtone durant les années 80, durant les années 90, 2000, 2010, avant la commission de vérité et de réconciliation. Parce que depuis 10 ans, il y a énormément d'expositions, il y a un foisonnement de la scène tant à Montréal qu'ailleurs, mais il y avait très très peu d'expositions avant. C'est d'1 an, mais c'est intéressant aussi. Ça veut dire que bien que très peu des appels à l'action soient actés dans ce rapport très important de la commission de vérité et de réconciliation, on a quand même assisté à un changement de paradigme majeur parce que l'art autochtone, les discours autochtones, les personnes autochtones sont mis de l'avant partout. Ça a marqué Ça a marqué un cap. Et je pense qu'un certain déclic s'est forgé une place dans la mentalité des gens et dans la mentalité de tout le monde au Québec. Et votre travail de conservatrice des pratiques autochtones, ça consiste à mettre en valeur la collection et à acquérir aussi. Absolument. Donc, j'ai postulé pour le poste de conservatrice en art autochtone, au pluriel. Et après quelques mois, j'ai changé le titre pour pratique autochtone, au pluriel, pour mieux refléter la réalité du rapprochement entre communautés, étant le plus grand musée de la ville, le plus grand musée de la province, mais aussi le plus ancien musée d'art du pays. On a un certain engagement à porter, et donc je suis très très bien au service de la conservation, mais je me mêle de plein d'affaires à travers le musée, avec l'accord de mes collègues, bien sûr, de la direction, bien sûr. J'ai été engagé pour ça, donc on amène différentes approches pour accueillir les publics, pour faire adhérer différentes personnes autochtones comme membres du musée. Depuis quelques années, on a l'entrée gratuite pour les membres des communautés autochtones locales et internationales. C'est un tout premier geste qui importe. Et un autre aspect de ce travail, c'est la programmation. Donc, on a accompagné l'ouverture en novembre 24 des galeries d'art Inuit, des galeries d'art consacrées à l'Inuit Nunangat, conçues par Asenayak, artiste et commissaire, par un colloque, le plus grand colloque jamais consacré à l'art Inuit, dirigé par Hedwig Gloliote. Et on était partenaires dans ce colloque-là. Ça a aussi amené d'autres publics Inuit autochtones qui vivent à Montréal. Alors, on se rappelle que la ville compte 40 000 personnes autochtones parmi sa population. Et il y a 2 communautés vraiment à pas de pont d'ici, Ganawagé, Ganestagé. Et on commence à bâtir des ponts aussi, plus sans se figurer avec Akwesasne, Odanak, d'autres communautés autour. Mais pour moi, c'est important de garder ce vécu d'élan. Donc, après l'ouverture de ces galeries d'art Inuit, on a aussi ouvert l'exposition en septembre dernier de Kent Monkman, L'histoire est dépeinte par les vainqueurs, que j'ai co-commissarié avec John Lukovic du musée d'art de Denver. Et avant que ça termine, en novembre, on a ouvert une nouvelle exposition sur le Levant, l'art des confédérations des fleuves et des grands lacs, consacrée aux artistes, aux récits qui sont propres aux confédérations dont les territoires recouvrent ou ont recouvert l'île de Montréal, l'archipel d'Hochelaga et la région des Grands Lacs. C'est important de garder cet élan et de démontrer qu'on est sérieux en bonifiant l'offre, puisque on n'a pas terminé une autre exposition et la prochaine s'en vient. C'est pas une affaire d'un projet par 10 ans, par 5 ans. Je pense qu'on se démarque comme acteur maintenant de la scène autochtone, du milieu des arts autochtones qui est international déjà. Bien sûr, d'autres collègues ont porté d'autres projets par le passé, des expositions individuelles de Kent Monkman, de Nadia Mir, de Caroline Monet, d'Alanis Obomsawin, et d'autres expositions de groupe, d'MC Bob aussi. Donc, je m'inscris dans cette ligne-là, mais on a de quoi faire. Avec une accélération quand même. Oui, c'est une certaine, et je vais essayer de me ralentir là. C'est difficile pour quelqu'un de signe tigre, du feu ou bélier. C'est difficile oui, de prendre le temps. De prendre le temps. Léolie Eshraghi, vous avez accès à toute la collection du musée. Est-ce qu'il y a des objets qui pourraient faire l'objet de demandes de restitution? Absolument. Très peu. J'estime qu'il y a des œuvres à restituer. On s'attend à ce qu'il y ait des demandes. On est en train de rédiger cette première politique de restitution du musée.
Il y a honnêtement pas énormément d'œuvres, moins d'une vingtaine, je pense. Mais à voir, on étudie vraiment au peigne fin toutes les œuvres acquises avant 1951, quand l'interdiction culturelle, dite l'interdiction du potlatch, a été enlevée. Donc cette partie de l'application de la loi sur les Indiens était plus de mise et les mentalités ont évolué à cette époque-là. À ce que je sache, je pense pas qu'on ait fait d'acquisition d'œuvres directement auprès des communautés de façon à les forcer à les nous donner par le passé, mais ça n'empêche qu'il y avait quand même énormément de pratiques louches au début du 20e. L'éthique n'était pas ce qu'elle est maintenant. Non, c'est ça, pas du tout. Et on se rappelle aussi qu'il y avait toutes sortes de pensées autour de l'existence des peuples autochtones, toutes sortes de trajectoires figées dans l'imaginaire occidental, voulant dire que nous allions être exterminés et pas survivre. Et en Océanie, c'est très très répandu. Et pourtant, on a survécu. Et donc, grosso modo, on étudie la collection, on va être et on demeure réactif. On n'a pas encore reçu de demande de restitution. Par le passé, le musée, bien avant mon arrivée, a restitué plusieurs restes humains maoris à la demande des communautés là-bas. C'était une de mes questions lors de l'entrevue d'embauche. Combien de biens ancestraux, combien d'appartenances ancestrales, pour reprendre le terme de Jordan Wilson, sont dans la collection? Quelle est la politique? Et donc là, je vois aussi avec la charge de travail de tout le monde ici, ça nous a pris quelques années pour aussi nous informer, nous renseigner sur les meilleures pratiques et comment rédiger, on est en train de le faire, une politique de restitution pour que ce soit fluide quand les demandes arriveront un jour. Si elles arrivent? Ouais, je pense qu'elles vont arriver, mais je sais que d'autres collègues dans d'autres musées et dans d'autres villes, on a des conversations informelles pour savoir, ok, donc pour cette communauté, il a fallu attendre que plusieurs personnes d'un autre groupe au-dessus se réunissent. Donc, ça peut prendre longtemps aussi pour bien faire. Le musée des Beaux-Arts de Montréal présente Soleil levant jusqu'en octobre 2026. Soleil levant, c'est une exposition qui dure à peu près 1 an. On a 2 volets. Premier volet consacré à la diplomatie entre nations et confédérations autochtones et entre les nations autochtones et les nations européennes qui sont arrivées sur le territoire. Donc à peu près des artistes des années 70 jusqu'à aujourd'hui, mais qui dépeignent dans leurs œuvres certains aspects de l'histoire de 1700 jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à la Révolution tranquille, je dirais. Dans le 2e volet, à partir du mois d'avril jusqu'en octobre, on aura plus droit à des œuvres qui relatent les pensionnats, la résistance de certaines communautés. On peut penser à l'Estigouge, Ganestagé, entre autres, et au mouvement de contestation, mais aussi au mouvement de résurgence, de restauration de différentes pratiques autochtones. Donc c'est un peu essayer, à travers des œuvres des années 70 jusqu'à aujourd'hui, une façon de raconter certains récits de notre histoire. C'est presque jamais vu au Québec de voir dans un musée ce genre de focus sur les œuvres des nations qui appartiennent à des confédérations qui partagent la région des Grands Lacs. Souvent, on va mettre des œuvres d'Arinuit, des œuvres de la Côte-Ouest, des œuvres du Sud-Ouest. C'est génial aussi. Mais il y a aussi quelque chose dans le fait de se concentrer sur ce qui est propre à ces territoires, ce qui est spécifique en termes d'histoire, en termes de pratique, en termes de spiritualité, en termes de politique, de structurel. Donc, on a les toutes premières œuvres en wampum, en perle de wampum dans cette exposition, plusieurs grandes installations de différents artistes. Et pour la première fois, on a une exposition avec plusieurs artistes Ganingahaga, plusieurs artistes Wendat, plusieurs artistes Anishinaabeg, Wabenakiak. Donc, on n'est plus dans l'exception, on est dans notre approche d'approfondissement du regard et le fait de pouvoir nuancer à travers plusieurs œuvres qui vont peut-être parfois porter la même histoire, mais de différentes perspectives. Et tous des artistes contemporains? Oui, l'œuvre la plus ancienne de l'exposition date de 1974 et la plus récente de 25.
Donc, j'ai conclu la dernière... on a conclu le dernier processus d'acquisition d'une œuvre dans l'exposition une semaine avant l'ouverture. Ah oui. Donc, c'est pour ça aussi que je parle du fait que sur les 15 œuvres qui sont en salle en ce moment, 9 sont de nouvelles acquisitions depuis mon arrivée. Au deuxième volet, c'est semblable en termes de chiffres. On prend au sérieux, je pense, notre engagement, notre responsabilité envers l'art d'ici. Donc, l'art québécois d'ici, plus largement, a vraiment sa place, mais l'art autochtone d'ici aussi a sa place. Pourquoi l'exposition s'appelle-t-elle Soleil levant? On a tiré le titre de l'exposition en partie d'une œuvre de Christine Siwi Wawanoluat, déjà passée sur le balado, de son œuvre Les Gardiens de Wabanaki, qui est une œuvre textile, peinte, installative de 2006. Et Wabanaki, en langue abénakise, veut dire soleil levant, le territoire, le peuple du soleil levant, parce qu'on est à l'est du continent, et que la nation Wabanaki fait partie de la confédération Wabenakiak avec les autres peuples qui s'étendent jusqu'à la mer. Donc on a vraiment pensé avec Gadi Zanoru cet emplacement, pas juste géographique, en termes de lumière aussi, mais aussi une certaine façon de parler des vedettes de l'art autochtone qui sont parfois méconnues de leur vivant, mais qui reçoivent leur juste reconnaissance plus tard. Le titre peut aussi évoquer la connotation de l'espoir du matin. Alors, on en a besoin dans ce monde en flammes. Confluent rencontre Léouli Eshraghi. Qu'est-ce que nous apprend l'art autochtone contemporain? C'est très vaste comme question. Je pense que c'est pas juste le fait de devoir porter une histoire, de devoir exprimer un récit d'un certain point de vue qui est véhiculé dans l'art contemporain autochtone, mais je pense que parfois c'est des œuvres qui servent aussi aux cérémonies. Ce sont des œuvres qui appuient la restitution d'une langue, d'une pratique, d'une langue gestuelle, d'une langue verbale, d'une langue signée, d'une pratique culinaire, d'une pratique agricole. Les artistes autochtones participent à tous ces processus de résurgence, de renaissance. Donc c'est normal aussi que leurs œuvres fassent parfois beaucoup plus de travail que d'autres artistes, peut-être. Et parfois c'est injuste comme... souvent c'est injuste comme fardeau, mais je pense qu'il faut le concevoir comme... c'est très lourd, mais je pense qu'il faut le concevoir aussi comme un devoir collectif, et qui est porté par plusieurs personnes. Et donc, c'est sûr que si on voit une œuvre céramique, on va pas nécessairement penser à toute la communauté qui a appris à l'artiste comment travailler le matériau, comment porter à travers cette œuvre différents récits, différents chants, différents processus, et comment faire ses prières bien le matin, le soir, en bordure de forêt, en bordure du village, etc. Donc, je suis ici pour servir toutes les communautés autochtones et faire valoir la spécificité des pratiques autochtones, des récits, et l'importance des personnes, des communautés, des nations, des confédérations autochtones de ce territoire, mais aussi de partout dans la compréhension du monde. Je pense que il y a bien de monde à travers la planète qui a besoin de ralentir, de prendre un moment, de repenser à la raison d'être sur cette planète. Et pas tout le monde, mais énormément d'artistes autochtones ressentent plus une certaine pulsion, une certaine directive communautaire ou autre. Voilà, je pense que l'art autochtone, le contemporain ou ancestral nous enseigne énormément de choses. Et on ne peut que gagner en passant plus de temps avec le monde, avec les communautés, mais aussi avec les œuvres. La littérature autochtone a démarré d'abord en rappelant un peu les contes et légendes, puis après on est allé dans se raconter soi, sa vie, son quotidien, puis après il y a eu une littérature du trauma. Puis maintenant on voit beaucoup de jeunes auteurs et autrices autochtones qui parlent de sujets de toutes sortes. Est-ce qu'on voit la même chose en art visuel? Absolument, absolument.
On a toutes sortes d'œuvres d'artistes, de designers autochtones, parfois qui relatent le récit de la création d'une chaîne de montagne, tout autant que l'anxiété d'être citadin aujourd'hui, ou de vivre à l'ère de survivre plutôt à l'ère des technologies de l'information et à l'omniprésence de la communication, à tous ces appareils, tous ces écrans. Notre position, c'est de ne pas trancher. En fait, c'est même pas la question de se dire si telle œuvre est plus autochtone que l'autre, mais plutôt que la personne est autochtone qui porte ce récit ou cette œuvre. Et c'est pourquoi c'est important dans le cadre de mon poste, mais je pense que c'est important de comprendre que tout le monde sur cette planète a droit à une certaine expression culturelle ou autre. C'est sûr qu'il y a des pratiques coutumières ancestrales qui sont renouvelées, dont la collection essaye aussi de témoigner, mais on a aussi des œuvres très 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 contemporaines que, en l'occurrence, certains artistes autochtones ont fait. De quoi seriez-vous le plus fier dans votre parcours de conservatrice des pratiques autochtones au Musée des Beaux-Arts de Montréal? Avec l'ouverture plus tard cette année du centre culturel de Ganada Gwenge à Ganawage, on assiste à la création d'une certaine constellation de lieux de culture autochtone permanents. Il y a le centre d'art Daphné dans le Myland. Il y a aussi l'espace muséal de l'Institut culturel Avatak qui est logé au sein du centre Sanak dans le sud-ouest de Montréal. Donc il y a quand même une certaine constellation de lieux. Et nos espaces y participent. Donc j'aimerais vraiment voir à Montréal un grand espace culturel autochtone, que ce soit ici ou ailleurs, mais c'est sûr qu'on y participerait avec nos collections. Et je pense que tout ce qui amène la compréhension, l'apprivoisement, la rencontre, et au-delà de la rencontre, la relation, ça ne peut que faire gagner les communautés que par avancer le vivre ensemble. Moi, j'aimerais vraiment voir plus d'espace permanent pour l'art autochtone, pour les cultures autochtones à travers la ville, au sein du musée pareil, mais on est limité avec un certain nombre d'espaces et on a déjà travaillé fort pour que des œuvres autochtones apparaissent à travers presque tous les pavillons du musée. Et on va continuer de le faire. Mais je serais vraiment très, très contente de voir plusieurs collègues autochtones au sein de ce musée. Moi, je serais arrivé à voir un de mes rêves se réaliser quand on sera 5, par exemple. Donc, s'il y a du monde qui veut aider, on est très, très partant. C'est pas facile de créer des postes, j'en suis sûr, mais une personne n'est pas un mouvement. Une personne seule ne peut pas représenter tout un changement, toute une transformation. C'est trop lourd et on veut que ce soit pérennisé et donc on y va petit à petit. Donc pour moi, c'est à la fois la collection, les espaces d'exposition que l'accueil des communautés qui peut mieux être porté par plusieurs personnes que par une seule. Et on assiste déjà à un certain changement au sein du milieu des arts, au sein du milieu muséal, avec d'autres postes que j'entends, des bribes vont être créés à travers d'autres musées au Québec, ce qui est vraiment excitant, c'est super important, c'est passionnant. Cela représente quand même des lueurs d'espoir pour nos collègues en Guyane, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, dans différents contextes du Maghreb. Donc, c'est pas pour dire que ce qu'on fait ici importe uniquement pour ici. On est quand même un contexte francophone, un contexte multilingue aussi. Donc, je suis assez conscient aussi de l'impact que nos actions ici peuvent avoir ailleurs. Léolie Eshgrabi, merci. Merci beaucoup. Merci Catherine. Un grand merci à Léolie Eshgrabi de nous avoir ouvert avec générosité les portes de son parcours singulier et celles de l'art autochtone contemporain que l'on peut admirer notamment au Musée des Beaux-Arts de Montréal. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu.
La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.